Je me tourne vers Georges Malbruno. Donc, Béatrice Mejvan a évoqué en tant qu'humanitaire la difficulté évidemment d'accès, la difficulté d'intervention. On retrouve ça évidemment pour les journalistes. Donc, double question peut-être pour vous déjà sur le regard du journaliste, sur ces pratiques possibles ou plutôt pas possibles en Syrie aujourd'hui. Et puis, deuxième point, l'analyse que vous êtes également, c'est-à-dire où est-ce qu'on en est de cette situation syrienne. Vous évoquiez récemment sur votre blog l'Orient indiscret, trois types de situations, un scénario yéménite, un scénario à la libyenne ou un scénario à l'irakienne. Donc, sans préjuger de la conclusion de notre débat tout à l'heure, peut-être ce premier point de vue de journaliste et puis ensuite cette analyse sur le fait que cette crise a quand même en un an considérablement évolué et que personne ne sait où elle va. C'est vrai que pour un journaliste, c'est difficile de travailler puisqu'on n'a pas accès à la Syrie pour une raison très simple. Pour une raison très simple, c'est que les autorités syriennes, à de très rares exceptions près, ne donnent pas de visa. Mais ça permet de rebondir sur ce qu'a dit Béatrice. Je pense moi aussi, et je suis allé en Syrie l'an dernier, j'ai eu par un hasard assez heureux et inattendu la possibilité d'avoir un visa à la fin août, à la fin du Ramadan, et je pense qu'on ne connaît pas toute la réalité, loin s'en faut. Et on a eu tendance à effectivement donc à avoir une vision un peu manichéenne. Il y a les mauvais, évidemment le régime qui est assurément très mauvais, et puis en face les bons qui sont assurément bons, mais dont on se rend compte aujourd'hui qui commettent des exactions, qui prennent des gens en otage, qui tuent des civils, etc. Et ça, je crois qu'il faut en avoir conscience. Il faut avoir conscience que l'absence d'information fait que nous autres journalistes avons tendance à nous tourner exclusivement vers l'opposition. Une opposition dont on se rend compte au fil des mois qu'elle est évidemment morcelée, divisée, et une opposition en exil qui représente finalement peu les insurgés sur le terrain, et une opposition en exil, pas toute l'opposition, mais certains représentants qui ont tendance à faire un petit peu ce que je dirais du wishful thinking. C'est un peu le syndrome des moudjahidines du peuple en Iran, qui sont abrités à Auvers-sur-Oise, qui depuis 15 ans nous annoncent pour la semaine prochaine la chute du régime iranien, et le régime iranien, hélas, est toujours là. Donc, bon, je ne veux pas dire que l'opposition, mais on est face à cette situation-là. Et on ne sait évidemment pas tout parce qu'on n'est pas sur le terrain, que le régime camoufle et que l'opposition également. J'étais au Liban il y a 3 semaines pour faire un reportage, une enquête sur les djihadistes qui commencent à arriver en Syrie. Et c'est évidemment un sujet qui est peu abordé par l'opposition syrienne parce qu'évidemment ce sont des alliés un petit peu encombrants. Mais c'est une réalité qui est encore marginale aujourd'hui, mais qui, avec l'aggravation de la situation sur le terrain, risque de devenir de plus en plus importante. Alors, moi, je voudrais faire aussi par rapport à quelques remarques, c'est qu'on est effectivement, on est dans une crise. On parle aujourd'hui de la diplomatie avec le plan de Kofi Annan, mais c'est assez singulier d'ailleurs de voir que ce plan a été confié à l'ancien secrétaire général de l'ONU, c'est-à-dire une personne qui n'est plus diplomate, parce qu'on est fondamentalement dans une crise où il n'y a plus de diplomatie, où il n'y a pratiquement jamais eu de diplomatie, parce que le régime a usé certainement dès le départ d'une force démesurée, et parce que dès le départ également, l'opposition, le Conseil national syrien, a été dans une logique de refus de toute négociation avec ce régime. Alors, c'est très bien, je pense qu'ils ont peut-être raison de refuser tout dialogue avec un régime qui a tué. Simplement, lorsqu'on est face à un régime qui est extrêmement solide, et Joseph, tout à l'heure, parlait avec justesse d'un régime opaque. Certes, il est opaque, mais c'est un régime dont on connaît les ressorts depuis 40 ans. En France et ailleurs, parce qu'on a été successivement ses amis, ses ennemis, de nouveau ses amis, et très récemment encore ses amis. Donc lorsque l'ancien ministre des Affaires étrangères français, en novembre dernier, a dit ses jours sont comptés, je ne sais pas sur l'analyse, sur quelle analyse il se fondait pour dire ça, parce que quand on connaît un petit peu le régime syrien, j'y suis allé fin août, je suis revenu avec l'impression, et je pense qu'il n'était pas erroné, c'était un régime, on en avait parlé d'ailleurs avec Béatrice,
Béatrice qui était là-bas, qui avait encore beaucoup de réserves, et on ne pouvait absolument pas dire en fin d'année dernière, comme on ne peut hélas pas dire aujourd'hui, que le régime syrien, ses jours sont comptés. Donc je crois que de ce point de vue-là, on est dans on a mal interprété, ou on a mal voulu interpréter, mal lu la situation en Syrie, qui est une situation d'une guerre qui va se prolonger, et en l'absence de toute diplomatie. Alors justement, vous parliez là des scénarios. Effectivement, le scénario idéal, tel qu'aujourd'hui le plan Annan le suggère, c'était une solution à la yéménite, c'est-à-dire où finalement le pouvoir consent un certain nombre de gestes, se retire ses armes lourdes des villes, libère des prisonniers, et puis surtout s'enclenche un processus de transition avec une opposition. D'ailleurs, je ne sais même pas aujourd'hui si le Conseil national syrien a officiellement approuvé le plan Annan. Je crois qu'il a fini par le faire. L'armée syrienne libre, qui dépend plus ou moins du Conseil national syrien, dans sa diversité, accepte le cessez-le-feu. Mais le problème, c'est que le régime, l'ayant écarté de toute solution dès le départ, on n'a pas sans doute intérêt à commencer des négociations, parce que pour lui, ces négociations conduiraient inévitablement à une sortie du pouvoir de Bachar al-Assad. Donc le plan yéménite, hélas, a peu de chances de réussir. Ensuite, le plan libyen, le scénario libyen, on nous répète qu'il n'y aura pas d'intervention étrangère, et je trouve que là aussi, ce n'est pas pour jouer les avocats du diable, mais lorsque l'an dernier j'étais à Damas fin août, je discutais avec des jeunes qui montraient un courage extraordinaire, et c'était au moment, le jour presque de la chute de Tripoli, qui me disaient: mais oui, on va avoir une safe zone, une zone libérée vers Deir ez-Zor, à la frontière turque, etc. Et se fondant sur les déclarations des responsables américains, moins américains d'ailleurs, mais français et du Golfe, pour dire on va intervenir. Je trouve qu'on a soulevé des espoirs qui se sont avérés extrêmement vains, et on a fait naître des espoirs qu'on n'a pas été capable d'assumer. Donc le scénario libyen, une intervention étrangère sous un mandat de l'ONU est écartée. Est-ce que l'OTAN pourrait intervenir? Ça me semble très difficile. Donc à court terme, il n'y a pas cette solution. Donc il reste un troisième scénario. C'est un régime qui survivrait, un petit peu comme l'Irak de Saddam a survécu en 1991 à l'invasion du Koweït, un régime paria dont les responsables évidemment ne sortiraient plus, et autour duquel on essaierait d'établir une sorte de cordon sanitaire, mais ce serait plus difficile d'ailleurs que dans le cas de l'Irak de Saddam en 90, parce qu'on voit déjà que le Liban, par sa structure politique très, très composite, peut offrir entre guillemets, un répit au régime syrien. La Jordanie, officiellement, souhaite le départ de Bachar, mais officieusement, les services de renseignement arrêtent les djihadistes qui cherchent à pénétrer en Syrie. Donc la Jordanie est dépendante du commerce avec la Syrie, donc a une position, somme toute, relativement prudente, ce qui est encore plus le cas de l'Irak. Donc, alors il reste une autre solution, on peut l'espérer. On a cette information selon laquelle Assef Chaoukat, le beau-frère de Bachar al-Assad, aurait été tué, etc. C'est qu'un jour ou l'autre, il y a effectivement un général courageux qui écarte tout ce beau monde, et qui permettent à l'armée, dans la tradition d'ailleurs syrienne, de renverser ce régime et de redonner à l'armée, qui est sans doute l'entité effectivement sur laquelle misent les Américains, les Russes et d'autres, pour assurer disons, la continuité de l'État, si ce n'est évidemment pas la continuité du régime. Donc, mais enfin, vous savez, tout ça, ce sont des scénarios quand même. On doit faire des scénarios quand on est journaliste et diplomate, mais au jour d'aujourd'hui, tous ces scénarios ont été, hélas, déjoués. Merci Georges Malbruno.